Bonsoir à tous. Comme je vous l'avais annoncé, ce soir, je reçois sur ce plateau Madame Valérie Denux, qui est aussi docteur, je le rappelle, mais elle est surtout la directrice de l'ARS de Guadeloupe. Donc avec elle, c'est vrai que nous ferons un petit tour de la situation. Nous aurons certainement des réponses sur des questions que vous vous posez, vous qui êtes à la maison. Et puis, bien sûr, elle se fera un plaisir de répondre à ces quelques questions. Bonsoir et merci d'être avec nous, Madame Denux. Bonsoir, Madame. Avant de débuter, j'aurais souhaité que vous puissiez nous faire un point sur la situation en Guadeloupe, puisque de manière journalière, il y a un communiqué pour nous dire un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Guadeloupéens dans la journée ce qui s'est passé au niveau de ce processus, ou je vais dire de cette avancée coronavirus en Guadeloupe? Oui, bien sûr. En fait, nous annonçons tous les jours les nouveaux cas. Donc, nous sommes à 135 cas aujourd'hui confirmés sur notre territoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des symptômes, à la fois fièvre et troubles respiratoires, et que l'on teste de manière à vérifier si potentiellement ils peuvent se transformer en cas sévères, voire graves. Et donc, 135 personnes sont dans ce cas. Aujourd'hui, nous avons eu une personne supplémentaire par rapport à hier. Donc, nous sommes depuis à peu près 4 jours dans une dynamique qui est relativement stable, et donc nous n'avons pas de nouvelle entrée en réanimation, mais je rappelle quand même qu'il y a 15 personnes actuellement qui sont en réanimation. Donc, est-ce qu'on peut parler de recul pour autant? Non, pas de recul. On peut juste parler d'évolution lente, ralentie, encore ces derniers jours, et donc ça veut dire que le confinement fonctionne. Cependant, je tiens à dire très clairement qu'il y a certainement le virus qui circule en dehors de ces cas confirmés, mais qui circule avec des symptômes très faibles, voire pas de symptômes. Donc j'ai demandé à ce que nous travaillions une analyse épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les symptômes des personnes qui vont voir leur médecin traitant de façon à évaluer potentiellement la circulation sur le territoire en dehors de ces cas dits plus graves, ou en tout cas très symptomatiques. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une idée précise de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire? Oui, avec cette analyse épidémiologique, ça nous donnera une meilleure idée, puisque ce sont les médecins sentinelles, ce sont des médecins traitants qui nous font remonter les signes épidémiologiques et qui nous permettent de visualiser la dynamique potentielle sur notre territoire. Mais il est certain que nous n'avons pas une vision exhaustive aujourd'hui, donc il est important que nous considérions tous que potentiellement nous pouvons être porteurs du virus. Alors, dans l'Hexagone, plus de 8000 décès. Est-ce qu'on peut dire à partir de là, bien sûr, proportionnellement, que la Guadeloupe s'en sort plutôt bien? Écoutez, je dirais pas ça parce que je suis quelqu'un de prudente, mais aujourd'hui, très clairement, nous sommes effectivement dans une proportion inférieure à la métropole, oui. J'écoutais un petit peu une vidéo que vous avez faite, et vous disiez qu'il faut aller plus loin. Alors, qu'entendez-vous par là? Bien, en fait, le confinement que nous avons mis en place donc depuis plus de 15 jours maintenant a permis de ralentir apparemment donc la courbe de l'épidémie, la diffusion de l'épidémie. En revanche, on voit quand même qu'il y a des cas, notamment chez les personnes qui sont décédées, qui ont été contaminées localement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit encore plus vigilant sur le fait que ce n'est pas des personnes qui avaient voyagé, donc ce sont des personnes qui ont peut-être eu des contaminations locales, et donc il faut qu'on aille plus loin et qu'on fasse en sorte que ces contaminations locales n'arrivent pas, ou en tout cas vraiment le moins possible, de manière à permettre maintenant à la diminution du nombre de cas sur notre territoire et de freiner vraiment cette épidémie pour nous permettre de pouvoir sortir du confinement à terme. Quelle est la situation dans les EHPAD? Pour l'instant, la situation dans les EHPAD est bonne, puisque nous n'avons pas eu de cas de personnes, de résidents
contaminés. Et nous surveillons bien sûr cette situation, je dirais un peu comme le lait sur le feu. J'ai mandaté donc l'organisation qui s'occupe de tout ce qui est qualité des soins, l'ORAX, sur notre territoire, pour vraiment prendre la tâche des différents EHPAD, pour écouter leurs difficultés, me les remonter, faire en sorte de pouvoir les aider. On leur donne évidemment de très nombreuses recommandations, ils les suivent très strictement. Voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette voie, bien sûr. Maintenant, il y avait une action qui était menée par l'UGTG où il y avait eu cette demande de 200 000 tests de dépistage, mais aussi où il y avait eu des doses de traitement, on va dire, du coronavirus pour 20 000 patients. Alors, ça a été rejeté par le tribunal administratif. Est-ce qu'on peut dire que la demande de l'UGTG n'était pas légitime? Écoutez, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie, les uns et les autres d'ailleurs, pour pas grand-chose, dans le sens où, déjà depuis le 17 mars, on avait travaillé avec le CHU et en lien avec le ministère de la Santé pour justement mettre en place un protocole de prise en charge par les traitements de plaquenil et de Zithromax des patients hospitalisés. Le Haut Conseil de santé publique y travaillait et nous a donné des recommandations 3-4 jours plus tard. Et enfin, c'est devenu légal le 25, avec le décret du 25 mars. Donc on était dans l'anticipation, on avait vérifié les stocks de médicaments que nous avions sur place et nous étions dans une dynamique aussi. Je le rappelle quand même, nous n'avions pas la capacité de faire les tests sur notre territoire au début, et donc nous avons travaillé à marche forcée avec le CHU et l'Institut Pasteur pour avoir cette capacité, et aujourd'hui nous travaillons bien sûr pour augmenter cette capacité. Donc ce qui est dommage, c'est que l'UGTG aurait très bien pu nous demander, on m'écrit très régulièrement et je réponds systématiquement à ce que l'on me demande pour expliquer tous ces travaux d'anticipation que l'on mène. Et donc ce que je veux dire en revanche, c'est que bien sûr que nous allons augmenter notre capacité de dépistage puisque c'est bien nécessaire et c'est l'objectif pour le déconfinement. Mais c'est dommage de perdre du temps à s'attaquer sans se parler. Il faut vraiment qu'on se parle et moi je suis bien sûr dans la dynamique du partage de l'information. Ce qui veut dire que les malades aujourd'hui qui sont au CHU sont soignés avec ce médicament dont vous parlez, plaquenil. Pour ceux dont les médecins estiment que c'est nécessaire, parce que vous savez, ces médicaments-là ont des effets secondaires et en particulier quand on a par exemple des problèmes cardiaques, c'est pas forcément indiqué. Donc ce sont les médecins du CHU qui décident les patients qui doivent être mis sous ces traitements-là. Mais oui, bien sûr, il y a des patients qui sont traités comme ça. Donc, quelque part, vous aviez déjà anticipé ce que l'UGTG a enclenché. L'UGTG a fait une demande qui était un peu tardive puisqu'on était déjà dans cette dynamique-là et c'est quand même dommage pour les uns et les autres de perdre du temps et de l'énergie. Est-ce que c'était trop d'ailleurs, 200 000 tests? Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, de toute manière, voilà, il y a des experts pour ça et ils y travaillent au CHU. Nous avons des professeurs, des gens qui sont des spécialistes d'infectiologie, de virologie, de réanimation, de soins critiques. Je pense qu'il faut qu'on leur fasse confiance parce que vraiment, c'est des gens de bon niveau et qui travaillent d'arrache-pied. Au niveau du CHU, il y avait une inquiétude concernant les respirateurs. Qu'en est-il exactement ? Bien, les respirateurs, nous avons il y a à peu près 3 semaines de ça, en lien avec les acteurs de santé, justement évalué les besoins, parce qu'on a travaillé, il faut quand même dire que depuis plus d'un mois, maintenant presque un mois et demi, on travaille à la réorganisation du système de santé pour faire face éventuellement à un afflux important de malades en réanimation. Et donc on a estimé qu'on était capable, sur notre territoire, de monter jusqu'à 75 lits de réanimation, ce qui est très important, puisque jusqu'à ce jour, nous avions 27 lits de réanimation, donc je le rappelle. Donc pour pouvoir monter à ces 75, il faut utiliser bien sûr tous les lits de soins critiques, voire les blocs chirurgicaux, puisqu'on a arrêté la chirurgie programmée, et les respirateurs qui vont avec. Mais il nous en fallait en plus. Donc nous avions demandé 22 respirateurs en plus, 10 de réanimation un peu lourde et 12 plutôt de transport.
Aujourd'hui, nous avons déjà reçu 15 respirateurs. Certes, ils sont de transport, mais il y en a 8 qui sont de transport lourd et qui peuvent être utilisés. Ils ont été testés dans ce contexte-là dans l'Hexagone pour faire de la réanimation plus lourde. Donc, le professeur Carles, qui est le professeur de réanimation du CHU, que j'ai mandaté pour pouvoir organiser et réguler le système de prise en charge de réanimation, évidemment, répartit les respirateurs en fonction des besoins. Ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que toute personne en réanimation pour le coronavirus n'a pas forcément besoin du même niveau de respirateur, parce qu'il y en a qui ont besoin d'un niveau très très puissant et d'autres qui c'est simplement une aide et une assistance à la respiration beaucoup plus légère. D'accord, donc à ce niveau-là, on peut être tranquille? Eh bien, écoutez, en tout cas, aujourd'hui, vu la cinétique et vu le fait que nous avons 15 personnes en réanimation de manière assez stable, nous pouvons monter jusqu'à un niveau de 50 à 60 lits de réanimation à ce jour. C'est sûr que nous avons besoin d'un complément pour monter jusqu'aux 75. Donc ça, le niveau national, je leur ai dit à plusieurs reprises, ils en sont conscients et ils m'ont indiqué qu'ils allaient nous affecter, bien sûr, une nouvelle dotation de respirateurs. Sous peu? Sous peu. Après, tout dépend de l'évolution aussi de notre cinétique. Si nous descendons, si nous décroissons et que on voit bien que le besoin en réanimation diminue, pour l'instant, on restera avec la dotation que nous avons, mais si malheureusement nous augmentons, évidemment, ils seront très réactifs. Je rappelle que nous avons 3 avions par semaine qui viennent en Guadeloupe et on peut tout à fait nous affecter les respirateurs très rapidement par ces avions-là. Est-il vrai qu'on peut s'attendre à un pic pour les fêtes de Pâques? En fait, les fêtes de Pâques, ça fait partie de cet effort supplémentaire que j'ai indiqué dans ma vidéo. C'est que les fêtes de Pâques, ça va être très déterminant sur le fait que est-ce qu'on va rester sur la courbe, qui est une courbe vraiment de plateau aujourd'hui, voire peut-être de diminution, ou est-ce que les gens, si jamais ils se réunissent, ils souhaitent se réunir alors qu'il ne faut pas se réunir et qu'ils le font quand même, il y a un vrai risque de se contaminer les uns et les autres et de faire augmenter la pente. Et là, pour le coup, ce serait très très dangereux pour la Guadeloupe parce que nous pourrions avoir une recrudescence du nombre de cas. Et évidemment, en plus, dans les fêtes de famille, le risque, c'est de voir les personnes les plus fragiles, soit âgées, soit des personnes qui ont des maladies chroniques, et donc de les infecter. Même si on n'est pas aujourd'hui symptomatique, potentiellement, on est peut-être porteur du virus. En tout cas, il faut se dire que c'est peut-être ça, et donc il ne faut vraiment pas se réunir. J'en appelle vraiment à la responsabilité. Je sais que c'est dur, hein. Moi aussi, j'aimerais passer les fêtes de Pâques en famille ou avec des amis. Il ne faut pas le faire. Cette année-là, c'est vraiment déterminant pour nous tous. Donc, pas de... il y aura des fêtes de Pâques, mais à la maison. Plus tard, peut-être évidemment. Alors évidemment, je pense que pour les personnes qui attachent beaucoup d'importance à ce moment religieux, eh bien, je sais que les autorités religieuses font tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir permettre d'avoir à la télévision ou sur Internet, bien sûr, les cérémonies. Il y a une question qui est revenue souvent au niveau de notre Facebook, où les gens disaient oui, mais les personnes décédées au CHU, est-ce que ces personnes sont rendues à leurs parents, et surtout, est-ce que ces personnes sont contagieuses, ou comment aborder cette question des personnes décédées du coronavirus? Alors les personnes décédées du coronavirus, évidemment qu'elles sont rendues, je dirais, à leur famille, mais malheureusement dans leur cercueil fermé, puisque oui, absolument, parce que il faut éviter bien sûr la contagion. Alors les corps des personnes, lorsqu'elles sont décédées de coronavirus, peuvent être encore quelques heures, je dirais, porteuses de ce virus encore actif. Et bien sûr, les personnes qui sont chargées des pompes funèbres ont des moyens de protection quand une personne décède du coronavirus, bien sûr pour éviter elle-même d'être contaminée. Je sais que c'est dur, ça, c'est particulièrement difficile pour les familles, parce que aussi les cérémonies, les veillées ne sont pas possibles, et c'est moins de 20 personnes pour venir donc à la cérémonie. Alors aux pompes funèbres, c'est 5 personnes. 5 personnes, mais pour venir au cimetière, etc., c'est le moins de personnes. 20 personnes. Oui.
avec les distances. C'est ça, c'est très dur. Vous savez qu'ici, il y a de grandes familles. Des fois, les enfants dépassent, et les petits-enfants, les 20 personnes. Et c'est vrai que ça peut créer un effet néfaste sur les personnes. Je sais que c'est très dur. Je sais aussi que cette épidémie a un impact psychologique sur nous tous, à la fois pour ce genre de situation que vous avez décrit, mais aussi le fait de rester à la maison enfermé, bien sûr, de ne pas vivre ses habitudes et sa vie normale. C'est difficile pour nous tous, je le sais. On peut se dire que le passe-temps favori aujourd'hui, c'est d'aller au supermarché. Oui, mais alors là, j'en appelle aussi à la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire que si on se retrouve tous au supermarché le matin, évidemment, on risque de se contaminer aussi. Donc il faut mieux essayer d'y aller 2 à 3 fois dans la semaine, pas plus. Et puis essayer de se répartir entre le matin et l'après-midi. Parce que c'est vrai que la sortie au supermarché pose aussi des difficultés et des risques de contamination. Je sais qu'on a besoin de s'oxygéner, mais il faut le faire, je dirais, dans les règles, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas se contaminer les uns les autres. Il y a un vrai risque. Le couvre-feu était-ce nécessaire ? Oui, le couvre-feu est nécessaire. On voit aujourd'hui que le confinement fonctionne dans le sens où la cinétique de l'épidémie a été fortement ralentie. Donc le fait que le soir on ne sorte pas, on n'aille pas éventuellement de manière conviviale voir des amis ou boire un verre quelque part, et puis qu'on circule le moins possible dans les 24 heures de la journée, évidemment, ça renforce aussi l'efficacité. Faut-il un masque pour tous aujourd'hui ? Alors ça, c'est beaucoup discuté aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Ce qui est certain, c'est qu'il faut tenir sa distance. Donc, quand on a une distance de plus d'1,50 m, même si en parlant, on peut avoir des micro-postillons, et donc il peut potentiellement y avoir des contaminations. C'est ce qui est discuté aujourd'hui dans le monde. Quand on est à plus d'1,50 m, c'est pas... le risque est vraiment très très peu élevé. Les gens ont besoin d'être rassurés aussi par un masque. Enfin, je veux dire, ça a un effet aussi psychologique. Moi, je le comprends. Il y a l'effet barrière, mais il y a aussi cet effet psychologique que je comprends. En revanche, j'alerte quand même sur le fait que le masque, quand on n'est pas malade et qu'on le met, mais on l'enlève, on le remet, on le pose dans la voiture, on le remet ensuite sur le visage, on le touche avec ses mains, ou on a pu toucher peut-être des surfaces qui pouvaient avoir de la contamination, on peut prendre des risques aussi. Donc si on dit le masque pour tout le monde, il va falloir que les gens respectent bien l'utilisation de ce masque. C'est-à-dire, soit ce sont des masques jetables, et donc on les jette après utilisation et on les met pas, on les remet pas toutes les 5 minutes, on les laisse pas traîner. Et si ce sont des masques lavables, c'est pareil, il faut en avoir plusieurs pour les changer dans la journée et les laver bien sûr tous les jours, ou en tout cas très 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 souvent. Puisqu'on a vu que les choses sont en train de s'infléchir au niveau de l'Hexagone, puisque le Conseil de médecine, mais aussi les scientifiques disent aujourd'hui qu'il faut un masque pour tous, d'autant que le gouvernement a commandé plus de 200 000 masques au niveau de la Chine et dit qu'il va falloir arriver à ce qui est 500 000 masques et que la production sur le territoire devra prendre un rythme plus accru pour que cette population ait un masque. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que c'est parce que le virus il est insaisissable, donc on se dit il faut essayer de protéger un maximum, puisque ici en Guadeloupe il a été dit le masque ça pouvait être dangereux et qu'il vaut mieux éviter. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tant qu'on est confiné à la maison et qu'on garde bien ses distances, on respecte les règles barrières, on n'a pas besoin forcément du masque, d'accord ? Sauf si ça rassure, ou sauf si on est malade, évidemment. Si on tousse, bien sûr, il faut mettre le masque, on est bien d'accord. Mais quand on va faire le déconfinement, quand on va tous ressortir, alors on va le faire de manière organisée, progressive, avec une vraie stratégie, là, il y aura probablement un intérêt à mettre le masque, surtout si on doit travailler de manière proche, qu'on reprend son travail alors qu'on est vraiment à proximité les uns les autres, ou pour aller faire ses courses où là il y aura beaucoup de monde à la fois dans les magasins, il y aura un vrai intérêt. Donc c'est pour ça qu'au niveau du national, il y a ce travail à la fois de l'élaboration de la stratégie de la sortie du confinement et en même temps tous les outils qui vont être nécessaires
nécessaires, dont le masque. C'est vraiment une réorientation quand même. Non, c'est pas une réorientation parce qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est le confinement. C'est-à-dire que vraiment, on essaie de s'isoler par tout petit groupe et on se protège dès que quelqu'un tousse. Hop, la personne met le masque pour ne pas contaminer les autres et on tient les distances. Mais dans la vie, quand on va reprendre la vie normale, si je puis dire, on va pas pouvoir regarder comme ça nos distances tout le temps en permanence, c'est très compliqué. On prend par exemple sur un chantier, par exemple, on sait bien que les gens travaillent les uns à côté des autres, donc ça serait vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un travail d'analyse de l'efficacité. Mais encore une fois, je le redis, le masque, il va falloir respecter son utilisation, c'est-à-dire le changer souvent et le nettoyer, et pas avoir un masque qui traîne partout comme ça et qu'on remet et qu'on enlève tout le temps sur le visage. Est-ce qu'on peut aussi dire aux gens, si vous restez à la maison, c'est pas la peine de vous laver très souvent les mains? Ah non, il faut au contraire se laver très souvent les mains, même à la maison, parce que de toute façon, les mains, c'est porteur de germes. Forcément. Donc il est préférable de se laver les mains très régulièrement. Si on reste à la maison et qu'on ne bouge pas? Mais pas que pour le coronavirus, pour tout le reste en fait. Donc c'est préférable de les laver de toute manière. C'est au moins on acquiert des bons réflexes et on se protège d'autres microbes. Il n'y a pas que le coronavirus évidemment comme microbe. Mais très souvent, c'est par rapport au coronavirus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, moi je conseille de prendre l'habitude de se laver les mains très régulièrement, de toute façon pour toutes les maladies possiblement transportables par les mains. Alors, au-delà de tout cela, est-ce que aujourd'hui le personnel de santé est en sécurité? Est-ce qu'on peut dire que tout est mis en œuvre pour que ces personnes soient protégées par rapport au virus? Écoutez, je pense que les établissements de santé, en tout cas, on met vraiment en place des protocoles, ont mis en place des protocoles, on fait en sorte de leur donner les moyens en termes de masques, de moyens de protection. Évidemment, c'est quelque chose de très très important. Pour les professionnels de santé libéraux, c'est pareil, on leur donne bien sûr des recommandations, des protocoles et des moyens de protection. Parfois, ils estiment qu'ils n'en ont pas suffisamment, parfois, ils sont effectivement inquiets, je le comprends tout à fait, mais vous savez, nous avons distribué en un mois plus de 400 000 masques au monde libéral et au monde médico-social. Plus de 400 000 masques en un mois? Plus les hôpitaux, excusez-moi. Donc, mais à peu près 250 000 à 300 000 pour le monde libéral et le médico-social. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un manque de personnel soignant? Non, on n'a pas de manque de personnel soignant. Ils sont là, ils viennent, et ils sont évidemment à poste. Et bien sûr que si on monte à 75 lits de réanimation, comme je le décrivais tout à l'heure, nous avons besoin d'avoir des renforts. Et donc nous avons déjà demandé des premiers renforts. Nous avons reçu 22 réservistes sanitaires vendredi dernier. Et nous aurons des NORIA et nous allons à chaque fois réévaluer notre besoin de renforts, bien sûr. Il y a aussi les médecins de ville nous avons fait un appel à volontariat pour renforcer éventuellement les établissements de santé. Et puis il y a des médecins du type médecins scolaires par exemple qui viennent nous renforcer aussi sur certaines tâches, ou infirmiers scolaires qui pourraient nous aider par exemple dans les EHPAD. Donc on a une dynamique et une solidarité de territoire qui est importante, plus la réserve sanitaire. Plus, vous le savez, nous avons maintenant la possibilité d'avoir éventuellement des médecins à diplôme étranger, hors Union européenne, et donc nous sommes en train de voir, et il y en a beaucoup qui se sont manifestés ces derniers jours, et de voir éventuellement s'il y a parmi eux des profils dont nous avons besoin. Parce que je tiens à le dire, l'objectif, c'est pas de faire venir les gens pour les faire venir. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont des profils qui correspondent aux compétences dont on a besoin, et ce sont les professionnels de santé, en particulier dans les établissements, dans les hôpitaux, qui vont voir si ces personnes correspondent aux besoins ou pas. Donc on ne peut pas non plus avancer le fait que le personnel de santé soit épuisé. On ne peut pas dire ça. Moi, je pense qu'ils sont fatigués parce qu'ils sont vraiment sur le pont d'une manière vraiment permanente. Et puis c'est évidemment stressant, tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que oui, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Et nous-mêmes, on est sur le pont, bien sûr, depuis plus d'un mois et demi, et sans relâche, et 24 heures sur 24, quasiment, avec, bien sûr, des... Comment faire face à cela ? Eh bien, il faut qu'on se relaie. Il faut qu'on se relaie, il faut qu'on pense les uns à les autres à un moment donné de se reposer un petit peu, et puis de faire en sorte, bien sûr, des NORIA avec des groupes qui relaient les uns les autres et qui permettent de se poser, de se reposer.
Maintenant, revenons sur les gestes barrières, puisque vous insistez sur ces gestes barrières. Quand on regarde, on peut dire que la population a bien assimilé tout cela. Écoutez, ce qu'on voit déjà, c'est que les gens, au début, lorsqu'on leur disait il ne faut pas se serrer la main, il ne faut pas s'embrasser, il y en a beaucoup qui le faisaient encore. Il y a même des personnes qui me tendaient la main. Donc aujourd'hui, je ne le vois plus. Donc je pense que les gens ont bien intégré cet aspect-là et sont vraiment à ce jour dans la compréhension de ce qui est nécessaire. Voilà, donc dans la compréhension de ce qui est nécessaire, une population qui est sensibilisée au quotidien. Alors certains disent que oui, mais on ne se sent pas totalement en sécurité parce qu'on n'a pas bien compris ce que c'est que ce virus, on n'a pas bien compris comment il circule, on peut l'avoir, on est chez nous, on nous dit oui, mais il faut se laver les mains, oui, mais il faut garder de la distance à la maison, alors qu'à la maison, il n'y a personne qui vient. Donc on peut dire quand même que c'est une situation assez frustrante pour la population qui ne saisit pas tout ce que ce virus-là peut engendrer. Alors aujourd'hui, certains disent oui, mais le virus circule dans l'air, on ne nous a pas tout dit, puisque... alors, comment aborder vraiment toutes ces questions quand on a une population qui n'est pas en confiance et qui se dit on nous cache des choses? Alors vous savez, on leur cache vraiment rien parce que pour nous, si on veut réussir, évidemment, il faut qu'on soit transparent. Et ça, c'est vraiment très important. Ceci étant, on ne sait pas tout de ce virus, c'est vrai. On ne connaît pas. Ce virus est apparu, je le rappelle quand même, vraisemblablement en novembre ou décembre en Chine. Il n'était pas connu jusque-là. Donc on est, si vous voulez, dans une approche où on apprend vraiment tous les jours. Nous, ici en Guadeloupe, on bénéficie de l'expérience, si je peux dire ça comme ça, de l'Hexagone, qui est en avance par rapport à nous et qui nous apporte bien sûr beaucoup d'informations. Mais je comprends que les gens soient évidemment inquiets. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça c'est vraiment transmis par les gouttelettes, soit parce qu'on éternue, soit parce qu'on tousse, soit parce qu'en parlant, on postillonne un petit peu, même si on ne le voit pas, il y a des postillons qui se font. C'est pour ça qu'il faut parler à très bonne distance, c'est-à-dire 1,50 m, 2 mètres. Alors ça, c'est pas naturel de se parler comme ça si loin les uns des autres. Évidemment que c'est pas naturel, mais c'est comme ça que ça se transmet. Et que les gouttelettes, on les met aussi sur les mains. Soit on fait, par exemple, si je postillonne là sur la table et que je mets ma main dessus, je vais avoir des gouttelettes sur mes mains. Donc ça, c'est important. Après, vous dites à la maison. Oui, mais à la maison, alors soit on vit tout seul, effectivement, on est tout seul, donc normalement on ne va pas se contaminer. On n'a pas de problème. Voilà, et si on ne sort pas du tout. Mais on va sortir à un moment donné, on va aller acheter son pain, on va aller acheter ses courses, et on essaye de faire la distance, tout ce qui va bien, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut éventuellement s'approcher d'une personne et avoir à un moment donné un risque de contamination. Et à la maison, souvent on est une famille. On est peut-être 3, 4, 5, 6 à la maison. Et donc, les gens peuvent... À un moment donné, il peut y en avoir un qui s'est contaminé et qui peut donner aux autres à la maison. Donc, à la maison aussi, il faut garder ses distances. C'est difficile. C'est difficile de ne pas embrasser... Quand vous avez un lit de 2,40 m de large bien sûr. Et que vous n'avez pas d'autre lit et que vous êtes deux, bien sûr. C'est quand même compliqué Je comprends. de ne pas être proche de l'autre. Bien sûr. Alors c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a, dans des cas de personnes qui ont été testées positives, il y a certains, leur conjoint a été aussi positif. Mais inversement, on a vu des personnes qui étaient positives, dont le conjoint n'est jamais devenu positif. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit d'emblée, il faut vraiment se séparer. Ils ont pu le faire et l'autre personne n'a pas été contaminée. Donc on a eu les deux cas. Donc ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, mais c'est vrai que c'est plus difficile quand on est à la maison, vraiment de manière très très étroite, je le comprends. Alors le principe de cette émission sera respecté. Nous prenons quelques appels pour quelques questions pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, votre question ? Oui, bonsoir madame. Je voudrais que vous m'apportiez une précision, s'il vous plaît. Vous avez pris connaissance de ce virus quand ? Quel mois ? Quelle date savez-vous que ce virus existait ?
Bah écoutez, comme tout le monde, j'ai su que le virus existait quand il a commencé à apparaître en Chine, et puis progressivement, malheureusement, il s'est disséminé un peu partout dans le monde. Mais vous vous souvenez, on avait des zones à risque et des zones pas à risque au tout début. Vous comprenez bien que ma question n'est pas innocente. Donc, Allez-y, madame. Donc, je vous disais donc, ma question n'est pas innocente. Vous avez pris connaissance de ce virus quand il a pris naissance en Chine, donc au mois de novembre. Nous sommes en avril. Aucune mesure n'a été prise en amont. Nous n'avons pas eu la fermeture des ports ou la restriction des vols, etc. Donc vous avez laissé perdurer cette situation. Une fois qu'on est rentré dans une phase grave où il y a eu des malades, vous commencez à intervenir en imposant effectivement des gestes barrières, notamment se laver les mains. Et vous savez très bien que le dossier de l'eau n'est toujours pas réglé aux Antilles, en Guadeloupe. Alors on se lave les mains comment? Pour les personnes qui sont privées d'eau pendant 4 jours, 5 jours, on se lave les mains comment? Merci, madame. Alors écoutez, madame, déjà, je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont, parce que très clairement, le monde entier a découvert ce virus plutôt en décembre, soyons très clairs. Les Chinois nous ont donné toutes les informations au fur et à mesure où eux-mêmes découvraient ce virus. Et les autorités françaises ont évidemment mis en place, tout comme en Europe, une surveillance avec des instructions très claires par rapport à ça. Mais il y avait des zones à risque. Il y avait des zones à risque qui étaient identifiées en Asie, par exemple, et qui, je ne sais plus, il y avait en Iran, enfin, il y avait plusieurs zones comme ça. C'est quand c'est arrivé en Italie que là, il y a eu vraiment conscience aussi que ce virus circulait au-delà de la Chine. Et donc, il y a eu, enfin, de l'Asie et de ces zones à risque. Et donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place. Sur les entrées et les sorties en Guadeloupe, madame, moi, je suis l'autorité santé. Je peux faire des recommandations, mais je n'ai pas le pouvoir de décider ce genre de choses, premièrement. Sur l'eau, c'est vrai que l'eau, c'est un vrai problème. Et c'est aussi pour ça que nous avons, monsieur le préfet et moi, nous insistons bien sûr auprès des collectivités, des producteurs d'eau, des distributeurs d'eau, de toute l'importance de mettre en place de l'eau. On a fait une visite récemment des citernes qui ont été mises dans les endroits où il y a le plus de coupures d'eau. Et on est vraiment dans cette inquiétude à vos côtés pour pouvoir avoir de l'eau. Il faut qu'on distribue de l'eau. Beaucoup de coupures d'eau encore. Oui, c'est ça. Plus qu'avant. Absolument. Mais je vous rappelle quand même que voilà, ce sont aux distributeurs, aux collectivités de nous aider. Ils veulent le faire là-dessus, puisqu'ils ont mis les citernes. Monsieur le préfet a beaucoup insisté là-dessus. Moi, en tant que conseiller santé, évidemment, je plaide très fort pour qu'on mette de l'eau à disposition. Alors, quand on n'a pas d'eau, il faut absolument utiliser le gel hydroalcoolique. Qu'on ne trouvait pas dans les pharmacies, voilà. Où les gens n'avaient pas non plus cette solution-là. C'est pour ça qu'on a pu travailler à marche forcée sur des recettes de gel hydroalcoolique pays. Et aujourd'hui, il y a une fabrication locale de ce gel. Ouais, qu'on peut trouver facilement. Oui, assez facilement, oui, absolument. Nous récupérons un deuxième appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Votre question? Je demande si je vais à l'épicerie, j'achète et la caissière me remet la monnaie. Est-ce que j'ai pas de gants? Est-ce que je peux contaminer? Merci, madame. Voilà. Alors, ce sont des gestes quotidiens. Mais c'est important, bien sûr. Des gestes importants. Oui, c'est possible si la dame, la caissière, a elle-même, je dirais, et le coronavirus, en tout cas sur ses mains, c'est possible. Ceci étant, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous rentrez des courses, vous vous lavez les mains tout de suite, ou vous utilisez le gel hydroalcoolique. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, la probabilité est faible, mais je ne dis pas que c'est impossible. Alors, ce qu'on dit, c'est que sur les billets ou sur les pièces, il peut y avoir le virus. Quand bien même quelqu'un serait venu, serait malade, aurait donné, et ça se transmet un peu comme ça. Est-ce vrai?
Potentiellement, oui, c'est possible. La probabilité de l'attraper comme ça est assez faible, mais c'est possible. Donc c'est pour ça que l'argent, c'est pas très très propre, on le sait, de toute façon en général. Donc il faut tout le temps se laver les mains et mettre ce gel hydroalcoolique. Alors les gants. Voilà, la question des gants, parce que la question des gants c'est un point important. Le problème des gants, c'est qu'avec les gants, on pense qu'effectivement on est complètement protégé. Alors oui, sur le moment, mais le gant, il va être sali par la pièce ou par autre chose dessus. Puis le gant, on va le garder, on va l'enlever. Du coup, on va le toucher avec les mains, on va le remettre. Donc, il faudrait des gants jetables à usage unique, si vous voulez, pour que ce soit utile. On ne lave pas ses gants spontanément comme on lave ses mains. Vous comprenez ? En général, les gens portent des gants à usage unique. Quand on voit les personnes circuler avec des gants, c'est en général comme ça. Voilà. En tout cas, s'ils mettent des gants, parce que évidemment, ça les rassure, ils le font, mais il faut les jeter. Il faut pas les garder, il ne faut pas les laisser traîner, il ne faut pas les réutiliser, il faut pas. Voilà. Et les mains, en revanche, si on les lave bien, même si on a touché l'argent, mais il faut pas se toucher le visage, mais qu'on met tout de suite la gel hydroalcoolique, arrivé dans la voiture, ou on se lave les mains, arrivé à la maison. À ce moment-là, donc dans ce cas-là, pas forcément besoin de gants. C'est pas utile selon vous ? Vous savez, je dirais que c'est une fausse protection. C'est-à-dire on pense qu'avec les gants, c'est parfait. Encore une fois, c'est comme avec le masque, à condition de bien les utiliser. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit jetable. Donc ça peut rassurer des personnes, je le comprends. Je ne dis pas que c'est inutile, mais se laver les mains, c'est encore plus utile. Vous comprenez ? Si vous respectez bien le fait que vous allez faire les courses, vous prenez l'argent et hop, vous le mettez dans le porte-monnaie, et puis pour rentrer dans la voiture, vous mettez du gel hydroalcoolique, ou vous ne mettez pas les mains du tout sur le visage et à la maison, vous lavez les mains, c'est tout aussi efficace. Certains pensent qu'il faut passer un produit sur les pièces et tout ça pour que le virus ne puisse pas circuler. Vous savez, après tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, parce qu'il y a un flot d'informations qui arrive, pour arriver à faire le tri là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Donc les personnes aimeraient avoir des informations précises pour avancer en sécurité. Moi, ce que je dis, c'est que il faut absolument les mains, effectivement, c'est un vecteur du virus. Donc il faut, c'est-à-dire ça peut transporter le virus. Donc c'est pour ça que les mains, il faut sans cesse mettre du gel hydroalcoolique ou les laver. C'est mieux de les laver d'ailleurs, parce que quand on lave avec le savon, l'eau, hop, le virus vraiment il s'en va. Le gel hydroalcoolique, il va tuer le virus, mais bon, c'est pas tout tuer. Ça peut, mais en tout cas, ça tue bien. Mais je veux dire, ça ne fait pas partir dans le flux de l'eau. Donc, de toute manière, même en mettant le gel hydroalcoolique, à un moment donné, on rentre à la maison, on se lave les mains. Ça, c'est important. Si on veut mettre les gants parce que ça rassure, moi, je peux le comprendre absolument. Mais il faut comprendre qu'avec les gants où on a touché les pièces, on ne va pas dans la voiture conduire le volant. Parce que les gants, ils vont mettre les choses sur le volant. Vous comprenez ? Donc il vaut mieux rentrer dans la voiture en mettant le gel hydroalcoolique, c'est mieux. Parce que mettre les mains sur le volant une fois qu'on a mis le gel hydroalcoolique, ça c'est mieux. En revanche, si on a mis les gants pour aller dans le supermarché et qu'on a touché les pièces, avant de rentrer dans la voiture, on enlève les gants, on les met dans un petit sac pour les jeter et après on rentre dans sa voiture. Et on lave les courses arrivées à la maison ? On lave les courses. Non, on lave pas les courses. Les courses, on jette les sacs, les papiers, mais évidemment, les courses, normalement... Alors, si on a des pommes qu'on a touchées, etc. Oui, il vaut mieux les laver, c'est sûr. Oui, bien sûr, il vaut mieux. Mais bon, si vous voulez, il faut de toute manière être vraiment dans l'idée qu'il faut toujours éviter de transporter avec ses mains ou ses gants. Oui. Parce que des gants, c'est vraiment les mains ou les gants. Voilà, mais les gants, encore une fois, si vous mettez les gants et que vous rentrez dans la voiture pour conduire avec les gants, vous mettez le virus sur votre volant. Vous comprenez ? Donc les gants, il faut vraiment à ce moment-là les enlever avant de monter dans la voiture, les mettre dans un petit sac et les jeter. Ça, c'est très important. Nous récupérons un avant-dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir Madame de Boiswell, bonsoir Madame Deneau. Oui. Ma question porte sur la décontamination, puisqu'il y a eu confinement, mais les écoles, les mairies, les plages, les stades et tout cela, qui va décontaminer et comment ? Merci monsieur.
Alors sur cette question-là, il y a beaucoup de discussions, vous savez, autour, il y a des endroits où il y a des décontaminations de rues, des choses comme ça. Donc ça, ce genre de choses, aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que les nettoyages avec les produits normaux suffisent largement. Dans les bâtiments, évidemment, les nettoyages aussi de surface classiques suffisent, mais il n'est pas exclu qu'on rajoute par précaution des désinfections de type bactéricide, viricide. Avec les bombes. Voilà, de manière à pouvoir permettre à tout le monde, évidemment, d'être bien rassuré. Mais sachez que l'utilisation des produits ménagers classiques fonctionne bien. Le virus n'aime pas du tout ces produits ménagers, c'est comme avec le savon. Donc c'est efficace. Mais on peut en plus rajouter bien sûr des désinfections. Et puis on peut se dire qu'on n'en est peut-être pas encore là. C'est-à-dire que si vous voulez, tout ça, ça va rentrer dans la stratégie de déconfinement. Quand on va dire on peut sortir de la maison pour reprendre la vie normale, certainement de manière progressive, il va falloir mettre en œuvre bien sûr tous les aspects et dont l'aspect environnement. Dernier appel, bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, j'aimerais poser des questions à madame la responsable de l'ARS. En premier lieu, je n'ai pas tellement bien compris, j'aimerais savoir, est-ce que le port du masque fait quelque chose? Est-ce que le port des gants fait quelque chose? Ou alors est efficace? Parce que chaque fois madame dit, c'est pas très efficace, il faudrait ceci, il faudrait cela. Nous sommes d'accord qu'il faudrait ceci, il faudrait cela, mais ce serait mieux encore si on avait à notre disposition, nous populations, des gants et des masques qui sont jetables, comme vous dites en rentrant dans la voiture, mais faut-il encore les avoir? Ça fait première question. Deuxième question, je me demande pourquoi la différence de la France, vous ne passez pas tous les soirs, comme fait M. Salomon, pour donner un certain nombre de résultats, un certain nombre de constats de l'état de la santé ici. Je pense que ça fait mieux que tout le temps taper sur le GDG, comme si c'est de taper sur le GDG qui va vous permettre de résoudre le problème qu'on a maintenant. Merci madame. Merci monsieur. Alors, merci monsieur. Donc effectivement, je me rends compte que peut-être j'ai mal expliqué, donc je vais réexpliquer. D'abord, je voudrais juste vous dire que je tape absolument pas sur l'UGTG. J'ai aucune velléité de faire ça. Mais bon, quand effectivement les gens nous demandent des choses qui sont, je dirais, nous accusent de choses qui sont pas vraies, on rétablit la vérité. C'est simplement ça. Donc les choses sont très claires. Nous travaillons, nous anticipons et nous faisons tout ce que l'on peut pour la population guadeloupéenne. Donc ça, c'est très important. Au masque, ce monsieur disait, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de tous les soirs venir faire un point, répondre aux questions? J'allais venir, effectivement, ouais. J'allais venir. Écoutez, tous les jours, on donne un bulletin d'information. D'accord ? Tous les jours, on dit exactement le nombre de cas, nombre d'hospitalisations, de réanimations et on donne des conseils. Tout ça, c'est relayé par les médias. Donc, vous pouvez, monsieur, avoir accès à ce bulletin vraiment tous les jours. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, pour le moment, une situation qui n'est pas évolutive de manière très, je dirais, rapide. Donc, au contraire de M. Salomon, où malheureusement, il a une situation avec une vitesse de l'épidémie qui est vraiment très, très, très importante. Si malheureusement ça nous arrivait, je pourrais être amenée effectivement à venir tous les jours pour pouvoir, bien sûr, évoquer aussi tout ce que l'on met en place autour de cette rapidité. Et puis, dernière chose, pour les gants et les masques. Alors, j'ai pas été claire, donc je vais essayer de l'être à nouveau. Très clairement, monsieur, il n'est pas utile de mettre des gants aujourd'hui parce que le but, c'est bien de se laver les mains tout le temps, régulièrement. Dès qu'on a touché des choses extérieures, on se lave les mains. Voilà. Soit avec la solution hydroalcoolique, soit avec l'eau et le savon. Si ça vous rassure d'avoir des gants, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, il faut que vos gants ils soient à usage unique. Parce que sinon, ça peut être pire, parce que vous n'allez pas laver les gants comme vous lavez les mains. D'accord ? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Le masque. Pour le masque, ce que l'on dit, c'est que quand on tousse, qu'on a des symptômes, il faut mettre un masque pour éviter de le donner aux autres. Évidemment, les soignants, il n'y a pas à discuter, ils se protègent parce qu'ils sont à proximité très très proche de gens malades. Mais pour les gens qui ne sont pas malades, il faut
se tenir éloigné des autres. Si vous ne vous teniez pas éloigné suffisamment, vous pouvez à ce moment-là mettre un masque pour éviter justement d'avoir des petites projections. Mais très clairement, si vous vous tenez à 1,50 m des autres, 2 mètres, vous n'avez pas à forcément mettre un masque. Si vous mettez un masque, parce que vous vous sentez rassuré, c'est comme les gants. Il faut absolument utiliser son masque correctement, c'est-à-dire ne pas le garder toute la journée, le toucher, le remettre, l'enlever, le poser dans la voiture, le remettre. Parce que le masque, il va avoir des microbes dessus. Voilà. Et puis ce monsieur disait, pour ceux qui ont envie d'être rassurés, pourquoi ne pas mettre des gants et des masques à la disposition de la population, par exemple dans les grandes surfaces ou à des points précis? Écoutez, il y a les masques pays qui sont en cours de fabrication avec des recommandations. Ce qu'il était important de bien préciser le mode de fabrication et les recommandations. Et donc, il y aura bien sûr tout ça à disposition du grand public. Alors, je suppose que ce monsieur voulait dire gratuitement. Non, je ne pense pas que ce sera gratuit, mais ce sera très peu cher, c'est sûr. Sauf à ce qu'on estime que dans la stratégie de confinement, le port du masque devient une obligation parce que c'est dans la stratégie. Et si c'est une obligation, évidemment, ça sera donné gratuitement. On ne va pas s'orienter vers cela. Sincèrement, aujourd'hui, il y a des experts qui travaillent dessus. Le national a mis en place un groupe de travail d'experts pour cette stratégie de confinement. Nous travaillons avec Saint-Barthélemy qui est un petit peu moins touché, on va dire, et qui a un endroit très, je dirais, réduit, pour pouvoir mettre en place et élaborer le protocole de stratégie de sortie des confinements, qui sera utile, bien sûr, pour la Guadeloupe. Et donc, nous sommes vraiment en train de la travailler, cette stratégie. Donc, pour l'instant, vous dites on ne va pas forcément y arriver. J'espère. Tout dépend de la courbe qu'on va avoir. Vous savez, on a publié cette courbe de l'Institut Pasteur à Paris. Je veux bien dire un masque pour tous. Un masque pour tous, ça va vraiment dépendre de la stratégie de déconfinement. En tout cas, les personnes, le fait de dire vous devez porter un masque de manière obligatoire, ça sera dans cette stratégie de confinement. Après, le reste, si les personnes souhaitent porter un masque en plus parce qu'ils sont inquiets, on peut le comprendre, mais aujourd'hui, le fait de garder sa distance est quelque chose d'efficace. D'accord. Mais nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Alors, s'il y a un rappel, ce serait lequel et quoi dire aux Guadeloupéens pour qu'ils puissent vraiment rester confinés, pour qu'ils puissent vraiment suivre ces gestes barrières. Alors, est-ce qu'il faut faire peur ou est-ce qu'il faut se dire tout va bien pour l'instant, mais continuer dans ce sens? Quel langage, quel discours tenir pour que ça soit encore plus efficace? Écoutez, je pense qu'il est important que tout le monde ait conscience que si on se relâche maintenant, ça va augmenter. L'épidémie va se développer parce que potentiellement il y aura des contaminations de plus d'une personne autour d'un cas. D'accord ? Donc c'est vraiment important de ne pas se relâcher. Maintenant, tous les efforts qu'on a faits pendant les 15 à 20 derniers jours, il ne faut pas qu'on les gâche. Il ne faut pas qu'on les gâche en se relâchant. Il faut au contraire qu'on continue comme ça, qu'on renforce encore plus notre vigilance pour qu'on puisse sortir de cette situation le plus rapidement possible. Parce qu'on a deux options là. L'option, on continue comme on le fait aujourd'hui et ça diminue et on met en place la stratégie de déconfinement et on arrête de cette situation. On le voit, en Chine, ils reconfinent à certains endroits, donc c'est important de ne pas le faire trop tôt non plus, d'accord ? Et de le faire avec une bonne stratégie. La deuxième option, c'est on se relâche et on augmente notre nombre de cas, et forcément, le déconfinement arrivera beaucoup plus tard. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y ait déconfinement en Guadeloupe et pas dans l'Hexagone ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous sommes un archipel, nous sommes loin bien sûr de l'Hexagone, donc si notre situation à nous est différente et qu'effectivement la courbe s'infléchit fortement, on pourra bien sûr mettre en place la stratégie de déconfinement peut-être plus tôt que dans l'Hexagone. Merci Madame Denucs d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons donc certainement en fin de semaine avec une intervention, puisque maintenant
Ça sera une intervention hebdomadaire avec le préfet de la Guadeloupe. Donc ça sera à la fin de la semaine, très certainement jeudi ou vendredi. En tout cas, continuez à nous suivre, continuez à aussi réagir sur notre Facebook, continuez à réagir à partir de nos émissions. Nous sommes là pour vous renseigner. Et puis, bon confinement et excellente soirée à tous.